Turbo Daily. 92 chevaux. C'est le Turbo Daily d'Iveco. Turbo Daily Iveco, des mètres cubes et des chevaux. Nouveau. Voici la Visirette, l'étonnante petite boule qui permet de laver tout votre linge plus profondément avec Visir. C'est quoi cette petite boule? Montrez-moi ça. C'est la Visirette qui diffuse Visir au cœur du linge pour mieux liquider la saleté. Et c'est mieux que ma poudre pour ces taches de gras? Ou celle-là? Ou celle-là? Oui, vous remplissez la Visirette de Visir et hop, en machine. Quoi? Rien dans le doseur? Non, comme la Visirette est au cœur de la machine, elle diffuse Visir directement au cœur du linge. Et comme Visir est liquide, il pénètre au cœur des fibres pour mieux liquider la saleté. C'est vrai, tout mon linge est magnifique. C'est superbe. Visir et sa nouvelle Visirette, le premier système qui va directement au cœur du linge pour liquider la saleté. À l'occasion de la double élection du 16 mars prochain, élection des députés et élection des conseillers régionaux, le Centre d'information civique organise une campagne pour la participation au vote. Il édite une affiche en couleur que les maires peuvent se procurer au Centre d'information civique, 242 bis boulevard Saint-Germain, 75 007 Paris. Le téléphone 45 44 14 17. Il vient du Sud. Le ministre saoudien du pétrole, le cheikh Yamani, vient en effet d'annoncer que le prix du baril de pétrole pourrait descendre jusqu'à 15 $. Pierre Babet nous explique les raisons de cette tempête. Cheikh Yamani l'avait déjà dit et redit il y a 45 jours à Genève, le baril à 20 $ ou même moins, ce n'est pas du bluff. Aujourd'hui même, le Saoudien persiste et signe, nous sommes prêts à casser les prix pour retrouver notre place au soleil et ce sera sans pitié. La baisse des prix souhaitée, provoquée par l'OPEP, en particulier par l'Arabie Saoudite, est en train de réussir bel et bien. Aujourd'hui, le brut de la mer du Nord est tombé à 17 $ par baril, c'est-à-dire 10 $ de moins qu'il y a encore quelques mois. Chaque jour, ce pétrole, ainsi que les autres d'ailleurs, perdent 1 à 1,5 $. C'est la chute, mais attention, ce n'est pas la chute libre. C'est une chute on ne peut plus contrôler. C'est une chute qui est contrôlée en particulier par l'Arabie Saoudite. Il suffirait que Riyad baisse sa production, alors qu'aujourd'hui les Saoudiens l'augmentent, pour que les prix reprennent leur niveau d'il y a quelques mois. La stratégie des producteurs arabes est d'une simplicité redoutable et toute coranique. Si tu veux terrasser ton adversaire, harcèle-le jour et nuit. Le pétrole des sables sort de terre à 3 ou 4 $ seulement. Mais celui de la mer du Nord, lui, il coûte de 15 à 20 $ le baril. L'Arabie Saoudite a les moyens d'inonder le marché mondial pour casser les prix, mettre à genoux les producteurs de pétrole cher et contraindre la Grande-Bretagne, par exemple, à négocier des prix planchers. Mais l'OPEP le sait, elle joue une fois de plus avec le feu. L'incendie qu'elle attise peut embraser toute l'économie mondiale. Après les catastrophes ferroviaires de l'été dernier, la SNCF va investir cette année 1,5 milliard de francs pour améliorer la sécurité sur les rails. Ce plan s'appelle Astrée, il a été présenté aujourd'hui et il vise essentiellement à lutter contre les défaillances humaines. Daniel Durandet. Tout comme les pilotes d'avion ou les astronautes, les conducteurs de la SNCF vont désormais bénéficier d'une formation sur simulateur. Une machine présentée aujourd'hui pour la première fois, mettant en œuvre les dernières technologies du vidéodisque ou de la micro-informatique. Implanté progressivement dans les 25 régions de la SNCF, ce simulateur permettra de mieux préparer les conducteurs à répondre à des situations d'urgence impossibles à recréer dans la réalité. Les autres mesures annoncées aujourd'hui concernent les liaisons à grand débit, dont 800 km au lieu des 400 prévus, vont être équipées de liaisons radio-sol-train, comme pour le TGV. 500 km de voies uniques au lieu des 100 prévus, étant équipés dans le même temps de dispositifs de sécurité renforcés. Grâce enfin au nouveau réseau Radiocom 2000, on devrait pouvoir suivre en direct et donc intervenir au début des années 90 sur tous les trains circulant en France.
200 000 jeunes bénéficieront de stages en entreprise à la fin du mois de janvier. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer le patronat français. Un chiffre contesté par le gouvernement qui en prévoit seulement 75 000. Quoi qu'il en soit, ces stages font partie, avec les fameux TUC, des remèdes qui ont permis de faire regresser le chômage des jeunes. Claude Guénaud a rencontré quelques-uns de ces stagiaires du côté de Valenciennes. Oui, je suis passé à un CAP rempli de bureau. Et ça n'a rien à voir ce que vous faites? Bah non. Moi, je suis pâtissier normalement. C'est un BEP agent administratif. Mais vous savez, c'est pas facile de trouver du travail. À l'image de ces stagiaires, 400 000 jeunes quittent chaque année le système scolaire sans qualification ou bien avec un CAP qui ne correspond pas au marché du travail. Cette usine de roulement à billes de Valenciennes participe au défi lancé par le CNPF il y a 1 an. Contribuer à résorber le chômage des jeunes par le biais de la formation en alternance. Ici, une quinzaine de 17-26 ans ont été embauchés début septembre pour une durée de 3 mois. Un stage pour s'initier à la vie de l'entreprise assorti d'une formation. Leur rémunération est assurée par l'État, l'employeur assure un complément. À l'issue des 3 mois, ils ont obtenu un contrat d'adaptation d'1 an, rémunéré au SMIC par l'entreprise. Ils bénéficient en outre de 200 heures de formation. À la fin de leur stage, l'employeur a promis une embauche définitive, mais ce n'est pas toujours le cas. Le stage d'initiation, c'est 3 mois. Après, ça peut déboucher sur peut-être un contrat de qualification qui peut aller de 2 ans, mais ça peut déboucher aussi un contrat d'adaptation qui sera prochainement de 6 mois, mais qui actuellement est encore de 1 an. Et après ce contrat d'1 an, il est possible maintenant de faire un avenant de 1 an, ou même peut-être 2 ans. Il ne faut pas lier cette flexibilité à un certain turnover volontaire, si je puis dire. Il ne faudrait pas non plus que ce soit exploité négativement. Les abus, c'est ce que craignent le plus les syndicats, que les jeunes ne collectionnent stage sur stage sans espoir d'embauche à la clé. Beaucoup d'employeurs, en effet, hésitent à recruter, n'étant pas sûrs d'avoir des commandes en permanence. Ces stages peuvent donc leur procurer une certaine souplesse dans la gestion de leurs effectifs. Cependant, le CNPF assure que dans 50 à 60% des cas, un stage débouche sur un emploi. Pour un jeune, il est également très important d'avoir un pied dans l'entreprise et d'y faire ses premières armes. Mais ce dont souffre le plus la formation en alternance, c'est d'être mal connu des chefs d'entreprise, car le système est récent. 300 000 stagiaires d'ici avril 86, c'est l'objectif du CNPF pour lutter contre le chômage des jeunes. On en est à 200 000, le pari sera difficile à tenir, surtout que les chiffres sont protestés par le ministère du Travail, qui en a dénombré 75 000 seulement. À Angoulême, on s'apprête à fêter une nouvelle fois la bande dessinée. Le salon de la BD, le 13e du nom, est maintenant devenu une véritable institution. Ses portes ouvriront demain à tous les amateurs, et ils sont nombreux. Sachez que le passionné de bande dessinée est plutôt jeune, 20 à 29 ans, qu'il dépense en moyenne 479 francs par mois pour sa passion, et que dans l'ensemble, il est plutôt content de ce qu'il lit. C'est le résultat d'un sondage. Ce salon s'ouvre dans une atmosphère plutôt morose pour l'industrie de la bande dessinée, d'abord dans l'édition, mais également dans certaines entreprises qui devaient fabriquer la BD de l'an 2000. Exemple, cette société créée à Angoulême l'année dernière à grand renfort de subventions publiques. Le reportage de FR3 Poitiers. C'était au mois de janvier 85, 12 mois après cette inauguration en grande pompe, la société IO dépose son bilan. Mon marierai avec papa. Non, toi tu peux pas te marier avec papa. C'est moi qui me marierai avec papa. Cette petite séquence a été réalisée par les traceurs gouacheurs, les intervallistes, les animateurs et les banc-titreurs de la société IO. Hélas, il ne s'agit que d'une maquette, d'un pilote. La série complète des triplés a été réalisée par une société concurrente. C'est un exemple parmi de nombreux autres du manque de pugnacité sur le plan commercial de IO. Incohérence de gestion, absence d'investissement, la liste des critiques contre la direction est longue. Nous avons écrit avec les animateurs qui étaient là à l'époque, oui, aux administrateurs, à la mairie d'Angoulême et au ministère de la Culture, pour dire ce qui se passait réellement et que en fait, l'argent qui avait été investi au départ dans Image Ordinateur ne servait pas à ce que Image Ordinateur vive. Et il servait à quoi? En fait, cet argent, je ne sais pas ce qu'il est devenu. 4 millions de francs, c'était le capital de départ de la société IO. Plus de 5 millions de déficit, tel est le constat après 12 mois de fonctionnement. Mais qu'adviendra-t-il de la palette électronique, cette palette qui a permis de donner vie à ce pélican monté sur un cheval?
La palette a été la danseuse d'Io, très chère à l'achat mais sous-utilisée malgré ses énormes possibilités. Les propositions de reprise de l'entreprise existent, affirme notamment la mairie d'Angoulême. La télévision, la publicité et les industriels constituent les 3 principaux débouchés de cette technique. Il existe donc un marché pour cette nouvelle technique. C'était d'ailleurs la raison d'être de IO comme image et ordinateur. L'entreprise a raté son décollage, saura-t-elle partir d'un pied neuf? Histoire. Vous promenez votre frère en laisse maintenant? En Nouvelle-Calédonie, le délégué du gouvernement Fernand Vibo est contesté par les indépendantistes. Les 3 présidents de région qui appartiennent au FLNKS viennent en effet de demander son remplacement. Ils le trouvent trop attentiste. 38 personnes sont mortes dans l'incendie d'un hôtel en Inde, à New Delhi. Parmi les victimes, on dénombre 22 étrangers, dont un Français. L'enquête a été confiée à une cellule antiterroriste de la police, car on n'écarte pas l'hypothèse d'un sabotage. Cet incendie a en effet éclaté au lendemain de la condamnation à mort de 3 policiers sikhs accusés de l'assassinat d'Indira Gandhi. Élection législative partielle mais très importante aujourd'hui en Irlande du Nord. Il s'agissait de remplacer ou de confirmer les députés protestants qui avaient démissionné après l'accord signé entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. On ne connaît pas encore les résultats du scrutin, mais ce que l'on sait, c'est que les Irlandais du Nord ont voté en masse. Memona Interman. Non à la loi de Dublin. Le slogan résume le refus des protestants unionistes, refus que leur chef, le pasteur Jan Paisley, porte en écharpe. Pour eux, la chose est simple. La République d'Irlande n'a pas le droit de décider de l'avenir de l'Ulster. Or, c'est justement ce droit que le président irlandais Gareth Fitzgerald a obtenu de Londres en signant l'accord d'Hillsborough le 15 novembre dernier avec Margaret Thatcher. Cet accord, baigné en Europe et aux États-Unis, a été aussitôt interprété comme une trahison par les protestants. Depuis, ils ont multiplié les meetings monstres et leurs députés, 15 titulaires sur 17 sièges de la province, ont démissionné. Dans leur esprit, l'élection d'aujourd'hui doit montrer qu'une majorité de la population en Irlande du Nord ne veut pas que son avenir soit décidé par l'autre Irlande, celle dont elle refuse que le drapeau la représente un jour. Les démissionnaires sont presque tous sûrs d'être réélus. L'enjeu pour eux est tout autre, obtenir plus de voix qu'aux dernières élections. Après, le temps sera toujours d'autres batailles, c'est une vieille habitude. Médicament antidépresseur, l'Alival, qui était distribué depuis 8 ans en France, vient d'être retiré du marché par son fabricant. À l'origine de ce retrait, la mort en Grande-Bretagne de 8 personnes qui utilisaient ce médicament. En France, jusqu'à présent, 30 000 malades utilisaient l'Alival. Pour eux, il n'y a pas lieu de s'affoler, mais ils devront prendre quelques précautions. Jean-Pierre Quinson. Ce médicament antidépresseur, l'Alival, ne sera plus en vente à partir du 2 mars prochain. La raison, 3 décès constatés en Grande-Bretagne consécutivement à son utilisation. Bien qu'aucun cas analogue n'ait été mis en évidence en France, le laboratoire fabricant du produit a décidé son retrait du marché. Ce n'est pas une décision que nous avons prise de gaieté de cœur, parce que nous savons très bien que c'est une décision qui est lourde de conséquences. Mais nous étions moralement obligés de la prendre dans la mesure où il y avait potentiellement un danger dans un pays voisin. Et à partir du moment où l'on décide qu'il y a potentiellement un danger dans un pays voisin, on est moralement obligé de le retirer dans ce pays-là et par conséquent de le retirer dans le monde entier. Que doivent faire les malades qui sont actuellement traités par Alival? Alors pour eux, il n'y a aucun danger. Ils doivent consulter leur médecin, mais pas rapidement. Normalement à la date où ils avaient la fin de leur traitement. Et s'ils devaient continuer après la date du 1er mars, ils doivent le consulter d'ici là. Mais il n'y a aucune hâte, aucune précipitation à avoir. Les médecins ont été avertis du retrait par une lettre du laboratoire. La suppression de l'Alival ne devrait pas leur poser de problème majeur. Dans le cas de ce type de molécules, nous avons, et ça c'est une très bonne chose, beaucoup de molécules semblables ou à effet pharmacologique semblable en France. Ce qui fait que le relais est une chose assez facile. Il n'empêche que, bien entendu, certains patients pourront regretter, avoir même l'impression pendant quelque temps que la suppression du produit provoque à nouveau certains troubles. Mais dans la réalité, il y a les moyens d'y suppléer. Le retrait du marché de l'Alival coûtera, rien que pour la France, 50 millions de francs au laboratoire Hoechst.
Affaire des Irlandais de Vincennes suite. Ce matin, le commandant de gendarmerie Jean-Michel Beau a reçu un blâme, une sanction qui fait suite à ses déclarations d'hier. Je vous rappelle que le commandant Beau avait affirmé avoir couvert des irrégularités sur ordre de l'Élysée, affirmation immédiatement démentie. Certains douaniers français aimeraient-ils un peu trop les cadeaux? C'est en tout cas l'avis de 7 députés européens flamands qui viennent d'accuser des douaniers de la frontière franco-belge d'arbitraire et d'extorsion de fonds. En clair, ils les soupçonnent de demander des bakchiches aux chauffeurs de poids lourds pour leur faciliter le passage. L'enquête de FR3 Lille. Ce n'est pas la première fois que les douanes françaises font l'objet de telles attaques. À la douane franco-belge de Rechem, 2500 camions par jour, il nous a été difficile de vérifier l'exactitude de ces accusations. Les douaniers, il faut le reconnaître, ont joué la transparence. Ce jour de période creuse, les délais d'attente pour les routiers, formalités comprises, variaient seulement de 15 minutes à une demi-heure. C'est parce que vous êtes là que tout va bien, nous a dit un routier. Et aussitôt sur le parking des poids lourds, des langues se sont déliées, des accusations parfois lourdes de conséquences. Pour passer, il faut toujours leur donner quelque chose, soit des petits, ils appellent ça des échantillons. Nous, on transporte pas mal de volailles ou des rôtis, il faut toujours leur en donner. Sans ça, on a des problèmes au niveau de la douane. Et ça dure des heures et des heures si on leur donne pas les échantillons, comme ils appellent. Pas du tout. Enfin, je sais pas sur la jante, mais je vais quand même pas leur donner de meubles, moi. C'est jamais arrivé? Non, jamais. Vous voulez rire, non? Des codes de douanier? Oh, non, jamais. Il n'y a pas une petite partie du chargement qui est pour les douaniers? Ah, ça dépend ce qu'ils veulent, ouais. S'il y a quelque chose qui les intéresse. C'est-à-dire? Ben, contrôle les douanes. Ils viennent contrôler, voir ce qu'on a, puis ils en prennent une petite partie, quoi. Les camions attendent, j'allais dire, sagement de pouvoir sortir du parking. Ils sont derrière les uns derrière les autres. Et j'imagine difficilement qu'un cadeau aux douaniers soit de nature à accélérer leur sortie du parking. Donc ça n'existe pas? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que je souhaite, c'est que des preuves puissent être données. Il est bien évident que si nous les avions, nous ne manquerions pas de faire notre devoir. Officiellement et à ce jour, outre l'inculpation de 3 douaniers pour faux en écriture dans une affaire de bijoux, 3 fonctionnaires des douanes de Rechem ont été blâmés pour avoir accepté des marchandises à titre gracieux. Sanction retenue contre eux, 18 mois d'exclusion du poste de douane. Échec pour le champion du monde d'échecs Kasparov. Lui qui ne voulait pas rejouer son titre contre Karpov a finalement accepté de disputer une revanche. Elle aura lieu cet été à Leningrad. Dernière nuit et dernier sprint pour le rallye de Monte-Carlo. Ce soir, c'est le Finlandais Henri Toivonen sur Lancia qui est encore en tête. Il devance Timo Salonen et sa 205 et l'Italien Biazzone également sur Lancia. Sur cette avant-dernière journée, le reportage de FR3 Nice. Vaut-il mieux entamer le final d'un Monte-Carlo en tête avec 30 secondes d'avance dans la peau d'un Salonen ou bien dans celle d'un Toivonen avec une demi-minute à grignoter? La réponse n'a pas tardé ce matin. Le champion du monde rafle le premier scratch de la journée, mais dans le Turini, à cause d'un mauvais choix de pneus, la Peugeot perd les 2 tiers de son avance. Les Lancia sont montés avec des pneus Racing, c'était le bon choix et les tifosi se déchaînent. Ce soir, la nuit au col du Turini sera très chaude. À l'issue de la 29e spéciale, Toivonen a repris la première place avec 40 secondes d'avance. Revoici Salonen coincé entre les 2 Lancia et Biazzone n'a plus qu'1 minute de retard sur lui. Derrière, les Audi de Mikola et Rorl jouent placés. Tankunen et Sabi, très loin, tous les deux font le spectacle et se livrent sans retenue. C'est un fort beau rôle, très apprécié en tout cas par le public. Alain et Sylvie Oreille se concentrent. La lutte qu'ils mènent pour la première place du groupe A tourne maintenant à leur avantage. Le Suédois Eriksson est à 1 minute 20. Ce soir, sorti du parc de regroupement à 20h50 et arrivé demain matin à 7h.
Bonne nuit, messieurs. Il y aura bien un Paris-Dakar l'année prochaine. Confirmation en a été donnée aujourd'hui au cours de la traditionnelle conférence de presse d'après-rallye. C'est le bras droit de Thierry Sabine, Patrick Verdois, qui va prendre la succession à la tête de l'organisation. Et puis, saluons maintenant la naissance d'une nouvelle fille de la série des 205 Peugeot. Il s'agit d'un cabriolet qui sera vendu avec 2 motorisations, 80 et 105 chevaux. Son prix entre 85 et 100 000 francs, ce qui n'est pas donné, même pour les amateurs de plein air. Sur les marchés pétroliers, le baril bientôt à 15 $, c'est ce que promet l'Arabie Saoudite. Les stages en entreprise, des activités mal connues mais qui contribuent à la régression du chômage des jeunes. Ouverture demain du salon de la bande dessinée à Angoulême, édition et industrie de la BD, Morose. Dernier virage et dernière ligne droite pour le rallye de Monte-Carlo. Henri Toivonen est en tête, arrivé demain matin. Vendredi 24 janvier, 20h30, Raymond Barre face à la 3, en direct de Lyon. L'ancien Premier ministre répondra aux questions d'André Campana, Geneviève Guichenet, Jean-Louis Servan-Schreiber et Michel Lemerle. Vendredi 24 janvier à 20h30, l'événement politique sur la 3, Raymond Barre. Dans le salut d'Alfred, toute la bande dessinée en super direct d'Angoulême. Avec Sappho, Tom Novembre, Plastique Bertrand et les orchestres de Raoul Petit et Doddy Twist. Et Eddie Mitchell, samedi 25 janvier, 23h10, en direct sur FR3. Je suis fait comment? « 1935-1945. Vous avez déjà vu de nombreux documents officiels de cette époque. Dans l'agitation de ces années qui ont vu des foules en mouvement, des manifestations, des émeutes, des batailles, quels étaient les centres d'intérêt des gens? Ce que nous vous proposons, c'est un voyage dans les souvenirs filmés de 3 familles allemandes, belges et françaises, de milieux sociaux identiques. Vous ne verrez pas les images de grands événements, mais 3 tranches de vie étonnamment comparables. Ces petits riens qui font la vie de tous les jours. Ces films de pères de famille ont en contrepoint des discours, des émissions de radio, des chansons qui ont occupé les ondes de la radio durant cette période. Ces images ne se font pas l'écho des grandes empoignades de la vie politique, des fureurs de la guerre. Et d'ailleurs, quelle idée laisserons-nous à nos descendants de nos préoccupations ?